toutes et à tous, c'est l'heure du grand dossier. On est ensemble et en direct, sans pub, jusqu'à 18h. Vous êtes les bienvenus, évidemment, avec cette question. Donald Trump va-t-il se payer le Groenland après le pirate des Caraïbes? Est-ce qu'on assistera un jour à la marche de l'empereur sur le sol arctique? Il en rêve, le président des États-Unis, et il l'assume parfaitement. Est-ce une nouvelle lubie ou un projet très réfléchi? Il veut, et il l'a dit à plusieurs reprises depuis des années, agrandir le territoire américain. Et ce sera fait, dit-il, de gré ou de force. Je voudrais conclure un accord de la manière douce. Mais si nous ne le faisons pas de la manière douce, nous le ferons de la manière forte. Et d'ailleurs, je suis un fan du Danemark aussi. Ils ont été très sympas avec moi. Vous défendez votre possession, pas ce que vous louez, et on va devoir défendre le Groenland. Si on ne le fait pas, la Russie ou la Chine vont le faire. Je ne laisserai pas cela se produire. De gré ou de force, j'aurai le Groenland. Donald Trump a des ambitions territoriales. On va essayer dans cette émission de comprendre pourquoi et de voir comment il pourrait ou non arriver à ses fins. Pour cela, Grégory Phillips pour le service international de TF1 LCI. Salut Grégory. Vincent Crouzet est à vos côtés, expert en renseignement, écrivain. Le jour où je suis devenu espion, c'est votre autobiographie qui va sortir le 5 février prochain aux éditions de l'Observatoire. On a hâte de le découvrir, bien entendu. À vos côtés, Alexandre Tête. Bonjour à vous. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et coordinateur de l'Observatoire de l'Arctique. On va avoir beaucoup besoin de vos éclairages, bien entendu. Aude Leroy est grand reporter spécialiste de défense et de sécurité. Bienvenue à vous, cher Aude. Et le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Bonjour à vous, général. Vous êtes avec moi sur le plateau. Thomas Misraki et Camille Souhaut, eux sont dans le Grand Nord. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup. Je vais commencer avec vous, Thomas, que vous nous expliquiez peut-être pour commencer comment est administré le Groenland. C'est important pour nous de comprendre quelle autonomie ont les Groenlandais vis-à-vis du Danemark. Est-ce qu'il y a un gouvernement? Comment sont prises les décisions, etc., etc. Il y a un parlement au Groenland, c'est un tout petit parlement, 31 membres seulement. Ce parlement, il est dirigé par une coalition de centre-droit, 24 membres, 4 partis dans cette coalition. Il y a un parti qui est dans l'opposition, c'est un parti indépendantiste avec 8 députés seulement. Le Groenland, depuis plusieurs textes de loi, le premier en 79, le second en 2009, est désormais quasiment autonome, sauf pour certains domaines, par exemple la défense, par exemple aussi les affaires étrangères, mais pour tout le reste, eh bien, c'est un gouvernement ou un parlement qui gère ce qui se passe ici dans ce pays. 56 000 habitants seulement, avec l'appui du Danemark, il faut bien le dire, puisque eh bien Copenhague paye quasiment environ la moitié du budget du Groenland, ce qui fait que le système social ici est quasiment calqué sur celui du Danemark. Par exemple, l'éducation et la santé sont gratuites. Il y a d'autres secteurs qui sont subventionnés, comme par exemple aussi le secteur immobilier, mais c'est comme cela que les choses fonctionnent. Alors, il y a une petite particularité qui est importante à vous dire, c'est que la totalité des 31 membres de ce Parlement groenlandais sont pour l'indépendance vis-à-vis du Danemark. Simplement, la nuance réside dans le degré d'indépendance et la rapidité avec laquelle les Groenlandais veulent cette indépendance. Ceux qui sont pour l'instant dans la majorité estiment qu'il va falloir une dizaine, peut-être une vingtaine d'années pour le Groenland, pour être suffisamment solide financièrement, pour pouvoir acquérir cette indépendance vis-à-vis du Danemark. Le parti d'opposition, les 8 députés de ce parti d'opposition considèrent, eux, que l'indépendance est faisable immédiatement et qu'ils n'ont plus besoin désormais du Danemark. En entendre l'un d'entre eux d'ailleurs, je voudrais simplement saluer Camille. Regardez ces images à la droite de votre écran, c'est Camille qui les a tournées tout à l'heure, c'est absolument somptueux. Vous restez juste une toute petite seconde, Thomas, puisque vous évoquiez le fait que tous les Groenlandais voulaient leur indépendance. Justement, concernant la question américaine, ils ont un avis extrêmement tranché, extrêmement ferme. Petits extraits de ceux que vous avez pu rencontrer dans la rue, à Nuuk, là où vous vous trouvez avec Camille, et je reviens vous voir pour parler de la classe politique précisément. Américains, non. Nous avons été une colonie pendant tant d'années. Nous ne sommes pas prêts à être de nouveau une colonie, à être colonisés. Mais travailler avec un autre pays ne signifie pas que nous en ferons partie.
Nous devons rester unis lorsque nous serons confrontés à l'indépendance. J'attends donc cela avec impatience. Je tiens beaucoup à l'indépendance, mais je pense qu'on devrait attendre. Pas pour l'instant. Pas aujourd'hui, mais peut-être quand les choses seront plus calmes et que nous serons mieux préparés, nous verrons plus clair. Voilà pour la question de l'indépendance. Thomas, pour la question d'un rattachement aux États-Unis, la classe politique, elle dit quoi ? Elle dit non, tout simplement, elle dit non. Les Groenlandais se battent depuis des décennies, depuis des siècles pour ne plus avoir cette tutelle danoise. Ce n'est pas pour retomber sous une autre tutelle, fût-elle américaine. C'est ce qui a été dit il y a quelques heures seulement par les membres du Parlement groenlandais. Il faut bien vous faire comprendre qu'ici, il y a un effet de sidération après les propos de Donald Trump le 4 janvier dernier, qu'il a réitéré depuis, évidemment. Et donc, il a fallu du temps pour que tout le monde se mette d'accord et eh bien, se prononce de la même manière. On a pu s'entretenir avec un des principaux députés de l'opposition. Il s'appelle Juno Bertelsen. Écoutez ce qu'il m'a dit ce matin. En ce sens, quelle importance revêtent pour vous le Danemark et l'Europe ? Qu'est-ce qui va se passer ? La chose la plus importante, c'est que le monde et les États-Unis doivent reconnaître que nous sommes un peuple souverain au regard du droit international. Nous ne sommes pas danois. Il est essentiel pour nous de pouvoir négocier avec chacun en notre propre nom. Si vous aviez un message pour le président Trump, que lui diriez-vous ? Je lui dirais que nous voulons sincèrement être un peuple uni. Nous souhaitons établir un dialogue, une relation saine, une bonne communication. C'est ce que nous voulons avec toutes les nations, y compris les États-Unis. Le problème pour les Groenlandais, c'est qu'ils n'ont ni police ni armée, qu'ils dépendent pour cela des Danois. Je vais demander à Camille Souhaud de vous montrer l'autre partie du petit port où nous nous trouvons. C'est là que se trouve par exemple l'une des unités de ce qu'on appelle ici l'Arctic Command. C'est l'unité danoise qui est chargée de défendre le Groenland. Les Groenlandais ne sont pas naïfs. Ils savent très bien que les Danois à eux seuls ne pourraient pas se défendre face aux États-Unis. Ils savent aussi que l'Europe est hésitante et que même si elle décidait d'employer la force, ce serait très compliqué de se battre contre les États-Unis. Une certitude qu'ils ont, c'est que si cette bataille venait à s'engager entre les Européens, le Danemark, le Groenland d'un côté et les États-Unis, ce serait d'abord la mort de l'OTAN, mais aussi la fin de l'équilibre mondial tel que nous le connaissons tous aujourd'hui. Bien évidemment, et ça va être l'objet de toute cette émission. Évidemment, on va détailler tout cela. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse aller vous prendre un petit chocolat chaud. J'aurai besoin de vous dans un petit quart d'heure à nouveau. Merci à tous les deux. On comprend bien, Grégory Phillips, que ceci étant posé, quand on entend et la classe politique et les habitants du Groenland, le deal groenlando-américain va être très compliqué. Oui, d'abord coup de chapeau à Thomas qui en quelques jours est capable de nous expliquer les méandres de la politique groenlandaise. Et c'est vrai qu'il a pris la température de cette population fraîche en quelques jours, avec les images absolument incroyables de Camille. Elles sont somptueuses, les images de Camille, franchement, 5 jours, c'est magnifique. On est fascinés, nous qui connaissons moins bien ces territoires, bien par sûr. La qualité de ce qu'ils nous envoient. Oui, alors... Quel deal Trump va-t-il mettre sur la table ? Est-ce qu'il va tenter un accord de libre association, donc de s'investir, ou que les Américains s'investissent plus dans ce territoire au niveau commercial, au niveau minier, etc. Est-ce qu'il va proposer de racheter le Groenland? On sait que ça a été un projet qui a été déjà rejeté par ce territoire, mais est-ce que comme l'Alaska en 1867, il va dire écoutez, je mets 200 milliards de dollars sur la table, valeur à peu près estimée du territoire, et je vous le rachète? Est-ce qu'il va et ça honnêtement personne n'y croit, envoyer des Marines conquérir ce territoire grand comme 3 fois et demi la France? Il y a plusieurs possibilités. Il y a une certitude, c'est sa volonté répétée. C'est-à-dire que là, c'est sérieux. Il avait déjà évoqué cette piste lors du premier mandat. Là, c'est quasiment tous les jours
que Trump dit on veut ce territoire, on l'aura pour des raisons de sécurité, etc. Alors on va revenir justement les raisons de sécurité, des raisons économiques, bien évidemment. Juste une question avec vous, Alexandre Tête, puisque vous observez, vous êtes à la tête de l'Observatoire de l'Arctique, vous connaissez très bien ces territoires, beaucoup plus que nous, c'est évident sur ce plateau. On a compris de ce que nous expliquaient Thomas et Camille à l'instant, que non seulement les Groenlandais n'ont pas du tout l'intention de devenir américains, mais qu'en plus ils aimeraient bien ne plus être danois. Ah bien sûr. En fait, même la séquence groenlandaise depuis 1 an poussée par Trump a même renforcé le sentiment national. Ah oui. Auparavant, l'aspiration à l'indépendance en fait était un petit peu limitée, comme l'a dit votre reporter, par des considérations pragmatiques. Il faut avoir les moyens de s'émanciper financièrement pour le faire. Et ils étaient en train de multiplier les partenariats, notamment avec des Américains, avec aussi l'Union européenne, avec les Canadiens. On a vu aussi que la France s'est rapprochée, ou l'Allemagne du Groenland. Et donc, en fait, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Vous disiez qu'il a... Oui, le sentiment s'est renforcé, ce sentiment national. Et en fait, après un premier mois un peu où les Groenlandais ont été plutôt flattés qu'un pays aussi puissant que les États-Unis s'intéresse et qui donne consistance à ce projet. Évidemment, et comme ça a été rappelé, ils ont été extrêmement maintenant lassés. Ils sont sidérés, nous disait Thomas, que même la colère a laissé place à la sidération, en fait. Alors, à la sidération. Alors, d'ailleurs, les élections d'avril dernier s'étaient faites sous le slogan de l'unité nationale, qui a été raffirmé il y a à peine 24 heures, pas une déclaration de tous les partis qui sont présents au Parlement pour dire évidemment qu'on veut pas être américain. En fait, les Danois, les Groenlandais ont redécouvert leur passé colonial depuis maintenant à peu près 5 ou 10 ans, et surtout c'est apparu dans l'agenda et auprès de l'opinion publique danoise, et donc ils vont pas renoncer à une émancipation d'une relation qu'ils considèrent comme coloniale pour se mettre dans un rapport avec un empire. Alors pourquoi Donald Trump veut-il le Groenland ? Évidemment, il y a plusieurs questions dans la question, c'est évident. On va d'abord écouter ce qu'il dit au sujet de la sécurité, justement ce qu'on évoquait à l'instant. Écoutez. Nous allons faire quelque chose au Groenland, qu'ils le veuillent ou non. Parce que si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine prendront le contrôle du Groenland. Et nous ne voulons pas avoir la Russie ou la Chine comme voisins. Mais nous en avons besoin, car si vous regardez actuellement au-delà des frontières du Groenland, vous verrez des destroyers russes, des destroyers chinois encore plus imposants, ainsi que des sous-marins russes partout. Nous ne laisserons pas la Russie ou la Chine occuper le Groenland. Et c'est précisément ce qu'ils feront si nous ne réagissons pas. Aude Leroy, de ce que l'on entend alors il y a plusieurs choses dans ce qu'il dit. D'abord, ils vont prendre le contrôle. Peut-être qu'on pourra en reparler. Surtout ces centaines de bâtiments qui seraient en train de quadriller la mer tout autour du Groenland. C'est vrai ou c'est faux ? C'est effrayant. Non, mais c'est évidemment que c'est faux. Donald Trump est quand même connu pour exagérer et pour asséner des fausses vérités. Là, il dit n'importe quoi. Il n'y a pas des centaines de bâtiments russes et chinois qui sont en train de croiser au large du Groenland. Non, surtout qu'en plus, ils étaient au large de l'Alaska, pas du Groenland, de ce que j'ai vu. Donc, c'est carrément du pipeau. Donc, non, en fait, c'est toujours la méthode Trump. Je jette de la poudre aux yeux, je dis n'importe quoi, et puis j'espère derrière ramasser la mise, quoi. Il y a malgré tout les Chinois qui sont assez proactifs en regardant et en préparant l'émission. J'ai vu qu'en juillet l'année dernière, l'année d'avant, juillet 2024, il y avait des investisseurs qui avaient tenté à 2 reprises d'acheter, alors on parle pas là du Groenland et du Danemark, mais d'acheter des terres au Svalbard. Donc ça c'est norvégien. Ça avait été bloqué par la Norvège. D'autres projets d'achat, d'investissement ont été effectivement retoqués par des entreprises chinoises en Islande, en Finlande. Il y a quand même un objectif sur ces terres-là, de la Chine, des Américains, on le voit bien, peut-être de la Russie, je ne sais pas. Il y a évidemment un nouveau territoire qui est en train de s'ouvrir de par le réchauffement climatique, avec des voies qui sont encore compliquées mais qui vont être de plus en plus faciles à utiliser. Et donc il y a des terres qu'on ne pouvait pas exploiter qui vont être exploitables. Et donc chacun, dont Trump, cherche à s'emparer de cet Eldorado de manière à pouvoir en faire un levier de puissance par rapport aux autres. Donc on est dans une course à la richesse minéralière, on est dans une course aussi
au raccourcissement des voies maritimes, au contrôle de ces voies maritimes. On comprend très bien que Trump comprenne qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que le Groenland et ses approches ne soient pas dominés par la Chine et la Russie, mais il n'a pas besoin de conquérir le Groenland. Pour ça, parce qu'en plus, il est le premier défenseur du Groenland, puisque les États-Unis sont évidemment le premier pays contributeur de l'OTAN. Donc je dirais, il suffit de renforcer l'OTAN et de s'impliquer pour régler ce problème-là. Donc ça n'est pas pour ça. On va voir avec Hadi dans un instant qu'effectivement, il y a déjà un certain nombre de choses que Trump peut faire avec le Groenland, d'un accord qui date de dizaines d'années. Une question quand même, Vincent Crouzet, il y a aussi quelque chose, on parlait d'accessibilité à l'instant, l'accessibilité numérique aussi. C'était des territoires qui étaient des zones blanches de ce point de vue-là, sans mauvais jeu de mots. Ça l'est de moins en moins quand même. Oui, d'ailleurs, mais Kadi nous en parlera, la base américaine est une base radar spatiale avec certainement des équipements électroniques très importants. Pour revenir à la question stratégique et au contrôle des mers autour du Groenland, Trump se moque du monde parce que les navires chinois et russes croisent dans les eaux internationales. Donc soit il interdit les eaux internationales à tout navire battant pavillon russe ou chinois, c'est une chose, mais donc comme il se moque de toute manière du droit international, il peut le faire, mais il peut pas empêcher les Russes et les Chinois de croiser au large du Groenland. C'est une première chose. Ensuite, c'est une obsession américaine, mais je veux pas couper c'est quand même une obsession américaine, puisque ça fait... Ils ont déjà essayé de racheter le Groenland 2 fois dans l'histoire. Oui, mais on va ressortir des petits sons d'archives, vous verrez. C'est Grégory parlait de 1867. Pour l'Alaska. Mais il y avait aussi une offre sur le Groenland à cette époque-là, puis c'était une offre de Truman en 46, je crois. Donc il y a une obsession américaine, et ce qui m'inquiète un peu dans ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est que s'ils parviennent à leur indépendance, ils seront tout nus en termes d'alliance. Ils sont tout faibles, en fait. Ils sont très faibles, puisqu'ils seront hors OTAN et hors Union européenne, qui les protège pour l'instant. Alors justement, Kadi, on va se tourner vers vous parce qu'il y a effectivement ces questions militaires, il y a aussi ces questions de ressources naturelles. Et je le disais tout à l'heure, tout ça s'est inscrit dans un accord qui a été signé entre les États-Unis et le Groenland il y a des années déjà. Marc, oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est la première ministre danoise qui a mis carte sur table en ressortant, entre guillemets, l'existence de ce document qui est vieux quand même de 75 ans. Écoutez, Mette Frederiksen. Depuis 75 ans, nous avons un accord de défense avec vous qui vous donne un large accès au Groenland. Si vous souhaitez être plus présent au Groenland, le Groenland et le Danemark sont prêts. Et si vous souhaitez renforcer la sécurité dans l'Arctique tout comme nous, alors faisons-le ensemble. Voilà, pour mieux comprendre ce que Donald Trump a dans la tête, effectivement, c'est tout simple. Quand il déclare effectivement que les États-Unis ont besoin du Groenland, que c'est une question de sécurité nationale, effectivement, l'argument là est un peu battu en brèche. L'argument ne tient pas. Cet accord, effectivement, il existe, comme le dit Mette Frederiksen. C'est l'idée directrice de cet accord, des accords de 1951, qui a été signé à Copenhague, donc entre les États-Unis et le Danemark, dans le cadre de l'OTAN, créé, je le rappelle, en 49. Nous sommes donc à ce moment-là en période de guerre froide. Le Groenland, c'est un enjeu stratégique, vous le voyez sur cette carte. C'est un enjeu stratégique parce qu'il est situé donc entre l'Amérique du Nord, il y a l'Europe à côté, en face la Russie. L'objectif, c'est une défense en fait collective de l'Atlantique Nord. Le Danemark ne peut évidemment pas se défendre seul, puisque vous le voyez, le territoire est immense. C'est quand même 50 fois plus grand que le Danemark. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet accord, Kadi ? Alors c'est un pacte purement militaire et défensif. Il vise à permettre en fait aux États-Unis d'établir et d'exploiter des zones de défense pour la sécurité de l'OTAN. C'est important, l'OTAN et le Groenland, en réponse évidemment à la menace soviétique, puisque je le rappelle, on est en pleine guerre froide à ce moment-là. Et donc, il est écrit noir sur blanc dans ce document que les États-Unis peuvent construire, installer, entretenir, exploiter autant de bases militaires qu'ils le souhaitent au Groenland, accès libre donc pour les navires, pour les avions, pour les troupes de GIs et pour les véhicules. Alors ce texte, il acte également donc une présence militaire permanente. Pendant la guerre froide, il y avait 17 bases, 10 000 GIs. Aujourd'hui, seule la base de Pituffik reste active, ce sont environ 150 à 200 militaires américains. Alors, cette fois, ce que l'accord ne permet pas, c'est très clair, aucune annexion, aucun transfert de souveraineté. Le Groenland reste 100% danois. La souveraineté, elle a été reconnue officiellement par les USA à plusieurs reprises depuis plus d'un siècle. Toute nouvelle base, et c'est écrit dans le texte, l'extension doit se faire avec l'accord du Danemark. Alors Trump n'a donc pas besoin d'annexer le Groenland ou d'envahir pour sécuriser le Groenland de peur de se faire envahir par la Chine ou par la Russie. Il suffit d'utiliser cet accord existant, mais là,
visiblement, on parle plus d'une visée impérialiste. Oui, c'est ça, c'est exactement, Alexandre, c'est exactement ça. On entend la première ministre danoise, il y a un instant, nous dire, écoutez, dire aux Américains plus exactement, si vous voulez renforcer la coopération, bienvenue, évidemment, c'est tout à fait possible. On voit que dans cet accord, il y a effectivement la possibilité de développer des bases militaires partout sur le territoire s'ils le veulent, dans la mesure où les Danois sont d'accord, ce qui est donc le cas. Donc quand Donald Trump nous dit il faut qu'on se protège des Russes et des Chinois, c'est du pipeau. Non, c'est une aberration totale. Et alors, il faut peut-être aussi rappeler que tout le nord du Groenland, même l'été, reste bloqué par les glaces. Donc il n'y a pas d'invasion possible terrestre, ce serait une absurdité. Donc souvent on entend Trump qui moque les troupes danoises, parce que du coup, comme ça a été rappelé par votre collaborateur Anouk, il n'y a pas d'armée groenlandaise. Il y a l'armée de terre danoise qui est présente, c'est quelques attelages de chiens de traîneau, plus quelques dizaines de personnels dans 3 villes. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de menace terrestre. C'était une aberration. Donc il y a quelques corvettes, quelques bateaux de patrouille maritime, d'affirmation de souveraineté et de secours en mer. Mais voilà, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de menace. Et en fait, on est très loin quand même de la Russie. Évidemment, alors avec des collègues, on regardait ce qu'il y avait comme bateaux chinois qui ont pu se balader à proximité du Groenland. On a trouvé un navire océanographique, mais qui était dans les eaux internationales, un brise-glace, et donc c'est pas trop, mais bon, à plus de 200 000 du littoral groenlandais. Et le reste, en fait, voilà, il y a évidemment que même les Russes ne vont pas se balader aussi loin. Ça reste très compliqué d'y accéder. Donc prétexte, Grégory Phillips, ça on a bien compris. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Business is business. On connaît Donald Trump. Il y a des terres rares, il y a des minerais, il y a des minéraux qui sont évidemment très précieux. Moi, j'ai regardé un petit peu du zinc, du platine, de l'or, du pétrole. Vous m'arrêtez si je me trompe. Même si c'est compliqué à exploiter parce qu'il y a effectivement la glace même en été. Est-ce que ça peut être ça, ou alors on est sur ce que nous disait Kadi, une question de prestige, d'ego, de volonté expansionniste et impérialiste ? Je pense que la réalité de la présence de minerais est évidente, et on connaît Trump sur le Venezuela, le pétrole, etc. Donc il y a un intérêt évidemment financier, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose un peu de l'ego de Trump dont on a beaucoup parlé ici. Vous avez noté ce qu'il a dit au New York Times cette semaine ? Il a dit, moi je me fiche des traités internationaux, je me fiche du droit international. Il assume totalement de s'asseoir sur le droit international. Ma boussole, c'est ma propre morale. C'est-à-dire qu'en gros, je fais ce que je veux, peu importe les traités. Et là, si d'aventure le Groenland était appelé à devenir le 51e État américain, Trump pourrait mettre ça à son actif et gagner un territoire grand comme 3 fois et demi ou 4 fois la France, ce qui ferait des États-Unis le pays le plus grand du monde, devant la Russie, et devant la Chine. Il n'est pas impossible que ce soit aussi une volonté idéologique de Trump au moment où les États-Unis vont fêter leur 250e anniversaire au mois de juillet. Oui, et puis il y a peut-être aussi un enjeu géostratégique assez fondamental. Je disais qu'il était prévu des ouvertures de lignes entre Newark, donc l'aéroport de New York, et Nuuk, justement en direction du Groenland, que les petits Groenlandais apprennent systématiquement l'anglais à l'école. Enfin, il y a un certain nombre de choses aussi comme ça qui sont des signaux faibles, si j'ose dire. Oui, bien sûr. Et pour revenir un peu sur l'affaire de Trump, ce qu'il a dit également dans le New York Times, c'est que au fond, je me sentirais mieux. Il le dit psychologiquement, ce serait quand même plus agréable pour moi d'être propriétaire que locataire. Donc, on voit bien que ça ne relève pas totalement de la rationalité, mais une espèce de feeling à la Trump. Il sent les choses et il veut le faire. Ensuite, que les États-Unis sont en train de travailler par-dessous la population du Groenland ne me paraît évidemment pas surprenant. La problématique quand même, Aude, c'est que comme le dit le général, il a envie, il le souhaite, ça le branche. Mais on a vu que quand il y a quelque chose qui le branche, il est capable de le faire, puisqu'on a vu ça au Venezuela, par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut même, je sais pas, je me posais la question tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a une sorte de tripartition du monde avec la Russie, allez, on lui laisse l'Ukraine et puis peut-être pourquoi pas la Moldavie demain, et puis voilà, et la Chine qui a un sérieux concurrent financièrement parlant, et puis justement l'Amérique, voire les Amériques au sens large, puisqu'on a vu le coup de force, l'enlèvement au Venezuela du président, et on a l'impression comme ça qu'il y a une espèce de c'est que les gros, les puissants qui peuvent en
fait faire leur loi sur le monde. Mais c'est exactement ça, Vincent Crouzet, c'est-à-dire que quand on voit, par exemple, le golfe du Mexique s'appelle désormais le golfe d'Amérique, on est d'accord, on voit ce qu'il fait effectivement à Caracas, on voit qu'il propose au Canada de devenir le 51e État américain. En fait, il fait en gros ce que fait Poutine avec l'Ukraine, ce que fait Xi Jinping avec Hong Kong, c'est-à-dire on essaye de recréer effectivement de grands empires. C'est ça son ambition. Ça fait penser au tweet de Kirill Dmitriev cette semaine. Vous savez, le tweet où il partage le monde en trois de manière un petit peu sommaire d'ailleurs. Si on revoit la carte que montrait la régie tout à l'heure, il y a tout de même une chose assez intéressante, c'est qu'effectivement, en fait, la géographie ne ment jamais. Et vous voyez, sur le plan géographique, tout de même, le Groenland appartient au grand ensemble arctique atlantique de l'Amérique du Nord. Ça, c'est très clair. Mais tout de même, entre les États-Unis et le Groenland, il y a un grand ensemble là. C'est le Canada. Mais c'est ça. Et sont les Canadiens aussi les premiers concernés par cette affaire, qui eux-mêmes sont menacés et qui d'ailleurs ont dit non de manière extrêmement ferme aux États-Unis depuis maintenant 11 mois. Les Canadiens sont très concernés par cette affaire, et pas que les Canadiens. Nous, on a aussi un territoire d'outre-mer qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est d'ailleurs a le même statut que le Groenland vis-à-vis de l'Union européenne, Alexandre. Donc c'est le statut de territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Ouais. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est exactement comme le Groenland. Donc je pense que les Canadiens sont extrêmement préoccupés par cette affaire, qui surveillent ça de très près. Alors on parlait tout à l'heure des problèmes militaires qu'aurait le Groenland pour se défendre, puisque effectivement n'a pas, y compris notamment sur le plan du renseignement, puisqu'il y a une petite antenne du FE, qui est le service de renseignement extérieur danois, qui se trouve à Nuuk, mais c'est extrêmement faible. Ils n'ont pas les moyens de se prémunir contre des signaux éventuels d'une attaque ou d'une menace américaine sérieuse. Mais enfin, vous avez raison, c'est une vision hémisphérique. C'est-à-dire que pour Trump, le Groenland est dans l'hémisphère des États-Unis. Et vous mettez aussi tous les pays d'Amérique du Sud, c'est notre hémisphère. C'est la même terre. Voilà, les Chinois, ils ont leur propre hémisphère. Et d'ailleurs, on verra bien ce qu'ils décident de faire de Taïwan. D'une manière un peu moins forte, la Russie considère que l'Ukraine, par exemple, fait partie de son hémisphère. Et c'est à eux de gérer ces territoires. C'est une vision colonisatrice qui est assez nouvelle chez Trump, d'ailleurs, qui date vraiment du deuxième mandat. Qui évolue. Alors voilà, c'est intéressant. Ouais. Je vous donne la parole dans un instant, Alexandre Tête, mais je voudrais qu'on retourne. Je sais que Thomas nous attend et qu'il a froid. Qu'il fait un petit peu frais. Je voudrais simplement d'abord qu'on écoute, justement pour illustrer ce que vous dites, Grégory, l'évolution du discours de Donald Trump. On vous a retrouvé un extrait de ce qu'il disait en 2019 au sujet du Groenland et de ce qu'il dit depuis l'an dernier, donc toujours au sujet du Groenland. 2019-2025, écoutez. Le Groenland, je ne sais pas. Ça a été dévoilé d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose dont nous avons parlé. Il appartient essentiellement au Danemark. Nous sommes de très bons alliés avec le Danemark. Nous protégeons le Danemark comme nous protégeons une grande partie du monde. Le concept est donc apparu et j'ai dit certainement, stratégiquement, c'est intéressant et nous serions intéressés, mais nous allons voir, leur parler un peu. Ça n'est pas la priorité, je peux vous le dire. Les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation en pleine croissance. Une nation qui accroît notre richesse, étend notre territoire, construit nos villes, élève nos attentes et porte notre drapeau vers de nouveaux et magnifiques horizons. Et nous poursuivrons notre destin manifeste vers les étoiles en envoyant des astronautes américains planter le drapeau américain sur la planète Mars. Nous poursuivrons notre chemin vers les étoiles. C'est assez sidérant quand même, effectivement. Alors, on va voir avec Kadi Adoumdouas tout à l'heure. On a bien compris que la méthode militaire, la méthode forte, a priori, c'était pas tout à fait envisageable. En tout cas, pour le moment, même si avec Donald Trump, on n'est jamais à l'abri de rien. Il y a la méthode plus douce, ce qu'il explique plus douce. Et là, je vais me tourner vers Thomas Misraki parce que l'idée, ce serait de pouvoir acheter le territoire ou acheter les habitants. D'ailleurs, Thomas, je crois que vous avez un invité avec vous. On parle de chiffres. On proposerait, par exemple, $100 000 par habitant pour pouvoir accepter de devenir américain. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les habitants seraient capables d'accepter ? Oui, tous les chiffres. Tous les chiffres les plus farfelus circulent depuis quelques jours, $100 000 jusqu'à $1 million par habitant, ce qui équivaudrait à 58 milliards de dollars pour racheter ce territoire. Mais vous savez, ici, tout cela est regardé avec une certaine distance, pour ne pas dire une certaine dérision. On est avec Frédéric Amby qui habite ici. C'est un habitant de nous, qui parle français. Alors on est très content de pouvoir lui parler. Vous me disiez tout à l'heure, Frédéric, et il est en train de se passer quelque chose. Comment vous percevez l'évolution du discours de Donald Trump ces derniers jours et la réaction de la population ici? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, effectivement, il y a ce qui se passe dans la presse.
Et puis il y a la réaction d'abord des Danois et des locaux. Tant les Danois que les locaux, c'est des gens qui sont très nationalistes. Ce sont des gens, en fait, le sentiment qu'ils donnent, c'est qu'on va pas les acheter comme ça, en fait. C'est des gens qui ont l'habitude d'avoir une vie relativement simple. Oui, l'argent, bien sûr, un intérêt, mais on sent pas un engouement par rapport à des propositions financières. Donc, c'est vraiment un choc de deux cultures. Une culture locale, une culture arctique basée à la base sur la chasse, la pêche, etc. Et puis, une culture de business, mais qui est pas si bien accueillie que ça. Un autre élément, c'est qu'ici, l'Europe... les investissements, ils viennent de partout. Hein. Les Américains, ils sont là, mais je crois que si vous demandez aux Chinois ou aux Russes s'ils veulent investir d'une façon ou d'une autre, c'est OK aussi. Donc, je crois que les gens ici gardent leur sang-froid. Le pays est ouvert, open for business, comme disent les Américains, et ça concerne évidemment les États-Unis, mais aussi les autres pays de la planète. J'aimerais que Camille nous montre un bâtiment derrière Arctic Commando, c'est Arctic Command, c'est l'un des centres opérationnels danois militaires qui contrôle ou participe à contrôler l'essentiel de la sécurité du territoire de cette partie du Groenland où nous nous trouvons. Nous sommes à 240 km environ du cercle arctique, du cercle polaire, pardon. Ici, il y a des militaires, une centaine environ, qui assurent la sécurité. Alors vous me disiez, Frédéric, c'est très intéressant que vous avez parlé à ces militaires, qu'ils ont évoqué justement les questions de sécurité. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vous, précisément ? Mais en fait, eux, en tant que militaires, ils disent, écoutez, il y a deux intérêts géostratégiques du Groenland, c'est l'économique et puis ce sont les passages. Les passages pour les sous-marins sous la glace et les passages en été le long des côtes qui sont ouverts, qui sont dégagés de la banquise. Et donc, ils disent que ça intéresse tout le monde et que de toute façon, quelqu'un viendra le prendre. Alors, aujourd'hui, ça appartient au Danemark. Est-ce que le Danemark est capable de défendre ? Non. Est-ce que l'Europe est capable de défendre ? Non plus. Et donc, quelles sont les trois puissances qui sont capables de prendre le territoire ? Parce qu'il y a un enjeu tel que quelqu'un va vouloir venir le prendre. Ce sont les États-Unis, la Russie ou la Chine. Et donc, la question, c'est de savoir, pour lui en tout cas, par qui on a envie d'être défendu. Même si effectivement, dans la tête d'un militaire danois, bien entendu, ce pays reste un territoire danois, ils le défendront s'il le faut, quoi. Voilà, lui, c'est en l'occurrence le patron de cette Arctic Command à qui Frédéric a pu parler. Une dernière petite question, parce qu'on a la chance de vous avoir. Est-ce que vous pensez, parce que nous, ça nous semble à peine croyable, et beaucoup de gens à qui on a pu parler ici ces derniers jours nous disent exactement la même chose. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que les Américains viennent planter leur drapeau et annexent littéralement ce territoire comme une vulgaire colonie? C'est ce que les Danois ont fait il y a quelques siècles. Donc, je vois pas tellement... Mais l'époque a changé quand même. Oui, l'époque a changé, mais on voit bien avec ce qui s'est passé au Venezuela, sans être un spécialiste, on voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis, et singulièrement Trump, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui les arrête. Je veux dire, dans les pays européens sont divisés, Trump arrive ici, il met son drapeau en une semaine, il prend le Groenland, il arrive à nous, qui dit c'est à moi, et le reste, il y a personne qui va bouger. Donc, c'est possible. Est-ce que l'Europe réagirait militairement, symboliquement peut-être, mais pas longtemps? En fait, moi, je vois pas ce qui l'empêcherait, sincèrement. Après, est-ce qu'il va le faire? On sait que c'est un homme de théâtre, mais je sais pas. Je vais pas vous faire une réponse de Normand, mais en tout cas, moi, ça me paraît pas impossible. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup pour ces explications, ce sentiment que vous nous donnez ici. Comme Frédéric, évidemment, tous ceux à qui on parle ici nous disent la même chose. Tout est possible désormais. C'est à l'Europe, au Danemark de se mobiliser. Et vous le savez, depuis quelques heures maintenant, les 31 parlementaires du Groenland ont très clairement donné leur position sur une éventuelle mainmise des États-Unis sur ce territoire. Elle tient en un mot, non. C'est non. Merci beaucoup Thomas et Camille. Général, en écoutant justement Frédéric, l'invité de Thomas, je me dis finalement, est-ce qu'on n'enterre pas un peu trop vite l'hypothèse d'une opération militaire ? En tout cas, vous savez... excusez-moi, je termine justement, je suis pas allé au bout, mais depuis quelques jours... On a tendance à dire il y a opération militaire, ça c'est non, ça n'arrivera jamais. Mais en fait, finalement, pourquoi pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en stratégie, on ne peut pas exclure l'hypothèse du pire. Ça, c'est une base en stratégie. Ça, c'est l'hypothèse du pire, qui n'est pas totalement impensable. Alors, moi, je ne crois pas qu'il faille se poser la question de savoir si les Européens réagiraient ou pas. Il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Il faut donc changer les conditions de la décision politique de Trump. C'est pour ça que si
et c'est pas les beaux discours qui vont faire changer ça. C'est l'idée qu'éventuellement il aurait à combattre contre des Européens. Donc je pense que la première mesure de précaution serait que, d'abord, le Groenland demande à être défendu. Je ne suis pas sûr que cela a été fait dans les termes légaux convenables. Peut-être me direz-vous. Je ne crois pas. Et il faudrait que, tout de suite, mais très rapidement, on mette en place des troupes européennes qui, avec des règles d'engagement claires, parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir des troupes, c'est des règles d'engagement. Oui, si tu vois un soldat américain, tu tires. Il faut que ce soit clairement dit. Et si on fait ça, à ce moment-là, Trump se dit, je peux peut-être le faire, mais ça change quand même considérablement les choses. Parce que ce qu'a dit cet homme est parfaitement vrai. C'est-à-dire que s'il intervient et s'il n'y a personne, nous, on ne réagira pas. Non, et donc, il faut que ça ne se fasse pas. Donc, on doit changer les conditions de la prise. Je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, si vous permettez, parce que ça n'a pas été relevé. Trump parle de destinée manifeste. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un terme qui apparaît en 1845. C'est O'Sullivan, un pasteur, qui le dit. Et c'est ce terme de destinée manifeste qui est d'origine divine, en disant il y a une prédestination américaine à conquérir et à peupler la terre et à remplir le projet de Dieu. Et ce faisant, à partir de ça, tout l'Ouest américain va être conquis jusqu'au Pacifique. Et donc là, il fait appel au caractère très religieux des Américains, qui est très important. C'est bien que 90% des Américains se croient en Dieu et 80% sont des pratiquants. Et donc, faisant ça, il dit, au fond, ça nous appartient. On a été créés pour conquérir et pour convertir. Et donc, ça peut changer. Il y a une question missionnaire, en fait. Mais je pense, si vous voulez. Et ça peut parler aux Américains. Ça ne parlerait pas à des Français. Ça peut parler à des Américains. Est-ce qu'il peut jouer aussi, je pose la question de façon ouverte, sur les tensions? On a évoqué un tout petit peu au cours de cette émission les tensions entre le Danemark et le Groenland, justement. Est-ce que ça peut être un levier pour Donald Trump, ça? Ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est que en fait les Danois sont un peu tombés des nues ces dernières années parce qu'ils se sont découverts un passé colonial, et notamment avec quelque chose qui a beaucoup braqué les Groenlandais, c'est-à-dire que il y a eu à partir du milieu des années 60 une grande campagne de contraception de quasiment 4500 femmes, ce qui à l'échelle du Groenland était absolument considérable, et ce qui est devenu une sorte de stérilisation forcée, puisqu'évidemment les jeunes femmes n'étaient pas suivies. Aujourd'hui encore, dans la pyramide des âges, vous voyez les faits. Et donc du coup, évidemment qu'ils veulent se sortir de cette relation coloniale, sauf que l'épisode américain a rapproché le Danemark, qui a toujours été sur la ligne de crête extrêmement fine, en disant nous refusons en tant que pays souverain sur ce territoire, mais nous respectons aussi la volonté du peuple groenlandais. Ils ont toujours affirmé ces deux points vraiment de manière concomitante. Peut-être un tout petit point aussi quand même, parce que le seul point un peu concret qu'a Donald Trump sur la dimension stratégique du Groenland, on a évoqué rapidement la base de Pituffik. Alors pourquoi elle est stratégique? Parce qu'en fait il y a 5 radars de ce type sur toute l'Amérique du Nord, et donc ça rejoint ce que vous disiez sur le continuum géographique du Groenland comme appartenant à l'Amérique du Nord. Et en fait ces radars aujourd'hui sont importants, non pas pour détecter un lancement, parce qu'il y a des satellites, mais en fait pour suivre les trajectoires et intercepter au mieux des missiles balistiques qui viseraient le territoire. Sauf que Trump, il a aussi annoncé le Golden Dome, une sorte de projet géant de bouclier du continent nord-américain. S'il arrive à terme, parce que c'est vraiment des prix absolument colossaux dans quel délai, en fait, la base de Pituffik et ses radars terrestres deviendraient absolument inutiles. Et peut-être du coup un petit point également sur en fait le fantasme aussi des routes polaires, quoi. Là-dessus, je pense qu'il faut l'amenuiser. C'est comme je vous disais, là, toute la partie nord, y compris le nord-est de l'archipel canadien, est prise par les glaces même l'été. Côté canadien, on parle vraiment au mieux d'une trentaine de navires par an. La plupart, c'est des petits navires de croisière qui font une trentaine de mètres. Voilà, donc on est très loin de rentrer dans un volume de transport. Ça. On n'est pas et côté russe, alors aujourd'hui, il y a 14 navires chinois en 2025, 12 en 2024 qui ont fait la traversée entière. On est très loin, je sais pas, des 90 000 qui passent à Douvres, des 70 000 qui passent chaque année à Gibraltar, etc. Ça, on a compris qu'effectivement, c'était un prétexte utilisé par Donald Trump, qui agit
s'agite le chiffon rouge de la peur de la Russie, de la peur de la Chine. La méthode forte, ok. La méthode douce, puisque c'est avec cet extrait de Donald Trump qu'on a ouvert l'émission tout à l'heure, j'irais de gré ou de force. Alors le gré, ce serait quoi, Kadi ? Alors déjà, on va devoir repartir dans des calculs d'apothicaire, hein, forcément. Donc on va se remettre un petit peu la carte du Groenland pour bien comprendre de quoi on parle. Le Groenland, c'est donc 2 millions et quelques, 2,17 millions précisément de kilomètres carrés, près de 4 fois à la France, hein, vous allez voir l'équivalent, 56 000 habitants, donc ça c'est l'équivalent d'une ville comme Vannes, vous voyez, dans le Morbihan. C'est pas bien grand, vous voyez, donc c'est... on est à l'échelle, là. La France. Voilà, exactement. Okay. Donc voilà, c'est 2 millions et quelques de kilomètres carrés sur les estimations qui sont très spéculatives et qui divergent énormément. Rappelez-vous, tout à l'heure, vous l'évoquiez, Vincent, Harry Truman qui avait proposé 100 millions de dollars en 1946, 100 millions de dollars de l'époque. Alors, selon l'American Action Forum, le think tank américain, si on se base sur cette offre d'achat, et uniquement sur cette offre d'achat, réactualisée, aujourd'hui, ça nous ferait entre 13 et 20 milliards de dollars actuels. Sauf que... c'est à prendre plus qu'au conditionnel, puisque rien que les ressources minières, c'est-à-dire on parle des terres rares, on parle du pétrole, on parle du gaz, ça représente environ 200 milliards de dollars. Et en ce moment, l'option la plus simple, entre guillemets, qui est étudiée par la Maison-Blanche, eh bien, ce serait une sécession assistée avec 100 000 dollars par tête, par habitant. Donc c'est un peu moins de 6 milliards de dollars au total. Et si tant est que le Groenland soit à la recherche d'un acheteur, cette option, à mon avis, risque peu de trouver un acheteur. C'est exactement ce que nous disait Thomas, effectivement, que ça avait très peu de chances d'aboutir. Question ouverte, je ne sais pas si l'un d'entre vous saura me répondre, mais concrètement, comment on achète un pays ? On signe un traité, c'est un deal entre qui et qui ? On consulte les populations ? Comment ça marche ? Alors, on a les exemples dans l'histoire de l'agrandissement des États-Unis. On évoquait l'Alaska, la Louisiane, la Floride. Donc, vous avez un traité entre le pays acquéreur et le pays vendeur. Mais il faut que le pays accepte de vendre. C'est un contrat. Et puis, il y a quand même une différence aussi, c'est que quand on vend la Louisiane ou l'Alaska, les terrains ne sont pas socialisés. Alors qu'aujourd'hui, on n'a jamais pu acheter l'Irak, on n'a jamais pu acheter l'Afghanistan, parce qu'il y a une socialisation du territoire qui disent que c'est pas parce que vous avez acheté la terre que vous avez acheté la population. Et c'est ça. Et donc, en fait, voilà. La Louisiane, à l'époque, n'est pas habitée. Il n'y a pas de en étant totalement cynique, il n'y a que 57 000 habitants sur ce territoire. Vous avez raison. Mais enfin, néanmoins, on n'est pas exactement dans les mêmes conditions. Avant, on gagnait une bataille, on gagnait un pays, et c'est fini, ces choses-là. Maintenant, les populations sont plus dures à acheter, beaucoup plus dures à convaincre que les territoires qu'on peut effectivement acheter. Justement, Vincent, ça m'amène à la question que je voulais vous poser. Est-ce que des opérations de déstabilisation, des campagnes de désinformation, ce genre de choses-là, peuvent être à craindre de la part des États-Unis sur justement la population du Groenland ? Elles ont commencé. L'année dernière, le fils Trump, Donald Trump Jr., a débarqué avec sa bande à Nuuk, avec déjà pas mal de subsides pour acheter des casquettes, des t-shirts au Groenland, enfin du matériel pro-Trump. Les casquettes rouges. Des casquettes rouges, ouais, tout à fait. Il n'a pas été très bien reçu. Apparemment, il a acheté beaucoup de monde. Il a quand même distribué pas mal de billets. Ensuite, il y a eu la fameuse séquence de J.D. Vance et Doucha qui devait arriver, qui devait passer par Nuuk et qui n'ont pas pu quitter la base de Pituffik, qui a été vécue comme une véritable humiliation par le vice-président américain. Et puis, il y a encore quelques temps, le PET, sont les services de renseignement intérieur danois, qui ont dénoncé une opération de déstabilisation par des agents de la CIA à Nuuk, avec notamment 2-3 éléments de la CIA qui ont dû quitter le territoire groenlandais assez rapidement. Donc les opérations de déstabilisation ont déjà commencé. Et elle pourrait se poursuivre, évidemment, avec un accès. Alors moi, j'ai lu, je ne sais pas si vous avez l'information, que le Starlink d'Elon Musk est interdit sur le territoire groenlandais. Vous savez ça ou pas ? Vous avez cette info ? Non, c'est pas vrai ? Ou vous n'avez pas l'info ? Je l'ai lu dans un papier, donc je voudrais que je ne pas m'emporter trop vite, mais que effectivement, il y avait quand même aussi des mesures de protection de ce point de vue-là. Ce qui est certain, Aude, c'est qu'avec son opération au Venezuela, par exemple, Donald Trump, il a montré qu'il était prêt à tout. Donc quand je disais tout à l'heure, peut-être qu'on a enterré un peu trop vite l'option militaire, peut-être qu'on enterre aussi un peu trop vite l'option business, l'option siphonnage de l'économie groenlandaise, par exemple. Moi, je pense que c'est vraiment en fait ce qui le motive profondément. En fait, c'est tout ce qui est deal, argent, contrat, et c'est ce qui l'intéresse profondément avec le Groenland. C'est tous ces minerais. Je crois qu'il y en a 34 qui ont été répertoriés comme ressources critiques, et il y en a 25 qui sont toujours pas exploités. Donc
avec je sais plus qui parlait du climat et des fonds de certaines glaces, etc. Enfin, il y a un champ de bataille entre guillemets, enfin, qui fait pharaonique en fait. Et je vois mal comment Donald Trump pourrait s'empêcher. Enfin, je veux dire, c'est à portée de presque 2 bras, avec la nomination en plus là du gouverneur de Louisiane comme envoyé spécial dédié justement au rattachement du Groenland. Enfin, il met tout en sa faveur, toutes les fake news, toute la désinformation, ce que vous disiez au début, tous les sous-marins, les monstrueux, enfin en nombre monstrueux, russes et chinois sous la banquise. Enfin, voilà, tout est bon en fait pour rattraper ce côté financier, mercantile qui pourrait en fait rapporter aux États-Unis avant tout. Et justement, j'avais vous poser la question des Américains, Grégory Phillips. Ils disent quoi les Américains là-dedans? Parce qu'alors, les dépenser 350 milliards de dollars ou je ne sais combien, ou un Donald Trump qui leur avait promis que non seulement il arrêterait toutes les guerres, mais qu'en plus il n'en ouvrirait aucune, enfin ce genre de choses-là. Il y a un petit risque politique quand même. Vous avez une partie de son électorat, et la frange la plus Make America Great Again, la frange la plus MAGA, qui dit mais on n'a pas voté Trump pour ça. On n'a pas voté Trump pour une politique expansionniste, pour qui se concentre essentiellement sur l'étranger, le Venezuela, etc. On a voté pour que le prix du gallon aux États-Unis soit moins cher. On a voté pour lutter contre l'inflation, pour que le chômage reste bas, etc. Il y a un exemple, c'est la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, vous savez, qui est l'une des plus virulentes, on va dire, défenseurs de Trump au début de son second mandat, et qui vient de rompre avec lui en disant clairement, moi, je n'ai pas voté pour ça. Donc, sur la question du Groenland, il faut regarder les études d'opinion, et honnêtement, j'en ai pas en tête pour l'instant. Mais en tout cas, vous avez une partie de l'électorat qui se désolidarise un petit peu de cette volonté, colonialiste. Je pense qu'on peut utiliser ce mot, en tout cas expansionniste. Et un rappel, évidemment, les élections de mi-mandat, c'est en novembre cette année. Ça se rapproche très vite. Donc, il va falloir aussi que Trump se concentre un peu sur les problèmes intérieurs. On a vu notamment la situation à Minneapolis, l'immigration, etc., qui sont des vrais enjeux. Sature l'espace médiatique, en tout cas, on peut pas dire moins que cela pour le moment. Alors, des boys au Groenland, peut-être ou pas, personne n'y croit a priori, mais finalement, on ne le sait pas. Thomas, est-ce que c'est une crainte des habitants sur place de voir débarquer des soldats américains? Alors un petit mot juste avant pour vous dire qu'il y a un sondage qui a été publié il y a quelques jours et qui indiquait que 28% des Américains approuvaient une prise de contrôle du Groenland par les États-Unis, et ils étaient 8%, ces Américains, à même approuver une opération militaire pour cette prise de contrôle. Ici, on a vu des casquettes MAGA, mais pas Make America Great Again. Le slogan a été détourné, Make America Go Away. Voilà pour ces casquettes MAGA. Alors on a même trouvé des photos parce que ça nous a fait rigoler. Je vous montre la photo que Camille Souhaut a sorti. Ici, évidemment, on est très inquiet de ce qui pourrait se passer militairement, mais aucun des Groenlandais à qui on a pu parler ces derniers jours n'imagine une seule seconde que des troupes américaines vont débarquer au Groenland pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'avez dit, vous l'avez répété, 56 000 personnes sur l'ensemble de ce territoire qui est immense, 4 fois la France, seulement 20 000 personnes ici à Nuuk où nous nous trouvons. Les Américains n'ont pas besoin de débarquer en force pour prendre ce territoire, donc on n'est pas tellement inquiet d'une opération militaire. Pour tout vous dire, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des GIs ou des chars américains dans les rues. En revanche, cette prise de contrôle, elle est prise très au sérieux, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 mois avant l'investiture de Donald Trump, mais depuis, ça a été évoqué par Grégory Phillips. Il y a eu le déplacement de J.D. Vance avec sa femme ici, le déplacement du fils Trump avec Charlie Kirk ici, et il y a eu l'opération au Venezuela ces derniers jours, et ça, tout le monde est bien là en tête et se dit qu'avec Donald Trump, tout est possible désormais. Et c'est pour cela que ça inquiète, c'est pour cela que cela suscite du stress. Mais c'est une partie d'échec très compliquée à jouer pour les Groenlandais qui essaient de se détacher de la tutelle du Danemark, mais qui sont obligés en ce moment de se rapprocher du Danemark pour tenter de se défendre des États-Unis. Merci beaucoup, merci Thomas. Camille, merci. Camille, coucou, on vous embrasse. On voit que c'est compliqué, je sais pas si vous cadrez avec des gants ou pas, mais effectivement, tiens, regardez. Camille Souhaut, la voici, Camille Souhaut. Elle mérite. Bravo, franchement. Toutes vos félicitations parce qu'elle a fait un travail extraordinaire ces derniers jours.
Elle est fabuleuse, cette jeune fille. Je note que l'invité groenlandais tout à l'heure n'avait ni gants ni bonnet. Alors on s'est un petit peu moqué pour tout vous dire à tous les deux. Je sais que Camille nous entend aussi. On s'est dit oui, alors il est en surchemise, sans gants, sans bonnet. Hein. Donc petit joueur, Thomas et Camille. Non, je me moque. Allez vous mettre au chaud. Mille merci en tout cas. Je vais vous donner une petite coulisse. Juste avant cette interview, je me trouvais de l'autre côté, c'est-à-dire à la place de là où se trouvait mon invité, et il était de mon côté. Et en fait, comme il fait à peu près 45 cm de plus que moi en hauteur et en poids, je vais même pas vous le dire, on a changé de place parce que c'était ridicule, c'était Hagrid et Harry Potter. Voilà. Je croyais que vous alliez me dire ils sont taillés pour le froid, pas nous. Bizarre. Vous êtes merveilleux. Non. Allez, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Petite chose qui n'est pas une petite chose malgré tout. On comprend bien que voilà, on craint pas que les Marines débarquent là-bas. On sait bien que les Groenlandais ne peuvent pas se défendre et que l'armée groenlandaise correspond à pas grand-chose. Le dénigrement, il est quand même aussi, il y a peut-être aussi ça. Vous nous parliez tout à l'heure du sentiment qui a été renforcé, du sentiment d'appartenance qui a été renforcé avec cette proposition de Donald Trump. Souvenons-nous de ce qu'il a dit il y a quelques temps au sujet de la défense potentielle groenlandaise. Comment les Groenlandais pourraient-ils se défendre ? On se le remet parce que c'est vrai que c'était assez savoureux. Vous savez ce que les Danois ont fait récemment pour renforcer la sécurité du Groenland ? Ils ont ajouté un traîneau à chiens. C'est vrai, ils pensent que c'est une bonne stratégie. Ils se défendraient avec des chiens de traîneau. Il y a beaucoup de mépris quand même. Voilà. Et on rappellera d'ailleurs que J.D. Vance et Usha n'ont pas pu faire du traîneau comme ils l'escomptaient d'ailleurs. Pensaient venir faire du chien de traîneau. Et que l'an dernier, en 2025, 2 programmes défense ont été instaurés par le Danemark, justement, à hauteur de 6 milliards d'euros, justement pour... alors ça vaut ce que ça vaut, mais pour justement réinvestir le champ militaire et de défense du Groenland. Alors justement, est-ce que l'OTAN intervient ? Alors l'OTAN, est-ce que les Occidentaux interviendraient ? Tout ça est bien compliqué. Occidentaux, c'est des termes qu'il va falloir l'OTAN préciser. Occidentale interviendrait. C'est pas tout à fait gagné, évidemment. Écoutez ces différentes prises de parole. Trump à l'intérieur. Je pense qu'il faut prendre au sérieux le président américain lorsqu'il dit vouloir le Groenland. Mais je tiens également à préciser que si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, tout s'arrête. Cela inclut l'OTAN et donc la sécurité qui nous est garantie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Et d'ailleurs, l'OTAN doit comprendre que je suis un fervent partisan de l'OTAN. J'ai sauvé l'OTAN. Sans moi, l'OTAN n'existerait plus aujourd'hui. Et le commandement est américain au moment où on se parle. Bien sûr, le commandement est américain. Mais enfin, de toute façon, il ne s'agirait pas de l'OTAN. Hein, ça n'a pas de sens. Il y a une hypothèse qui n'a pas été évoquée encore autour de ce plateau et qui on ne doit pas, à mon avis, négliger. C'est la trahison de cette très belle femme qui est la première ministre danoise. Parce qu'on doit se rappeler, donc avec un arrangement particulier qui arrangerait Trump. Je rappelle que Trump, il a aussi comme visée de détruire l'Union européenne en tant qu'ensemble confédéral. Et n'oublions pas que cette dame disait à notre président Macron, il y a encore 6 mois, nous serons toujours beaucoup plus près de Washington que de Paris. N'oublions pas que cette dame, au moment même où le président Trump menaçait de prendre le Groenland, il y a 5-6 mois maintenant, passait commande de F-35. Et on sait que le Danemark a été toujours très réticent à rentrer. D'abord, ils n'ont pas l'euro. Ils ont été très réticents à rentrer dans la défense européenne. Ils ne viennent de faire quelques pas dans ce sens qu'il y a quelques semaines. Donc on ne peut pas totalement exclure que finalement Trump, qui est un malin, arrive à un deal avec le Danemark, tout simplement. Ce qui aurait des conséquences évidemment tout à fait destructrices, tant sur l'OTAN d'une part que sur l'Union européenne. Et on en revient à la première question que je posais en début d'émission à Thomas, c'est-à-dire effectivement comment est administré le Groenland, comment fonctionne, comment sont prises les décisions. Si effectivement le Danemark tape dans la main de Trump, s'il y a un deal, les Groenlandais au milieu de tout ça pourront rien faire.
Ça, je ne sais pas, juridiquement, qu'est-ce qui peut se passer? Non, mais c'est inenvisageable, très sincèrement. C'est un régime d'autonomie extrêmement poussé par 2 grandes réformes, 79 et 2009. Aujourd'hui, on en est même au stade, c'est-à-dire, hormis la monnaie, les affaires étrangères et la défense, voilà, les Groenlandais sont autonomes, alors, hormis sur le plan financier, on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, ils peuvent même convoquer dans l'année un référendum d'autodétermination. Sincèrement, voilà. Mais après, ce qui peut être inquiétant, c'est que, en fait, les deals proposés par Trump économiques seront refusés. Très sincèrement, on l'a bien vu. Personne. Alors, moi, je suis convaincu qu'il y aura aucun deal. Les Groenlandais veulent d'abord être indépendants et choisir leurs partenaires, et surtout avoir des partenaires variés. On propose, je vais dire un chiffre. On a parlé de 100 000 dollars par tête. On propose un chèque de 100 000 dollars par tête à un Groenlandais. C'est un deal qui se réfléchit, non? Je crois vraiment pas. Non. Et même plus, il y a vraiment un sentiment national, mais d'abord qu'il faut être indépendant. Quoi. Vraiment, là, je crois qu'il faut pas sous-estimer ça. J'ai l'impression que Vincent est pas tout à fait d'accord. Je sais pas, je me fais plus beaucoup d'illusions sur la nature humaine. Que l'on soit inuit, parisien, ou si on met $1 million sur la table, je suis pas certain, sachant tout de même que c'est une histoire entre 2 colonisateurs, cette histoire. Quoi qu'il arrive, les Danois sont les colons. Ils sont arrivés un petit peu par hasard. Ils sont venus vérifier s'il y avait encore quelques familles de Vikings qui vivaient au XVIIIe siècle. Je parle sous le contrôle d'Alexandre, puisqu'en fait, les premiers à avoir débarqué sur ce territoire, c'était les Vikings, avec Éric le Rouge, en 900 et quelques, etc. Donc c'est quand même un territoire qui est passé par différentes mains, etc. Donc s'il basculait du côté américain, ce serait pas non plus, sur le plan moral, oui, ce serait d'ailleurs l'invité de Thomas nous le disait tout à l'heure. Alors il disait écoutez, en même temps c'est ce qu'a fait le Danemark il y a bien entendu, 150 ans, donc bien entendu. Limite, pourquoi pas. Vous avez vu tout de même la distance entre le territoire groenlandais. On était dans avant quand même. Nous sommes civilisés depuis quand même. Voilà, après Vincent a raison, ça pose un autre problème. C'est le problème du principe de l'intangibilité et c'est le problème du respect du droit international. Parce que si tout le monde se met à faire ça, comment condamner Poutine? Comment condamner Xi demain vis-à-vis de Taïwan? C'est pas son sujet. À Trump, c'est sa morale personnelle. C'est sa morale personnelle. C'est beaucoup dire. Voilà. Après, il y a une autre problématique quand même, Grégory, puisque je suis avec vous, c'est qu'en faisant ça, il fragilise l'OTAN voilà, et donc il rend un service énorme à qui? À Vladimir Poutine. Mais c'est ce qu'a dit Mette Frederiksen. Si on va jusque-là, c'est la fin de l'OTAN. Voilà. Tout explose. Le système sur lequel on vit depuis plusieurs décennies explose en vol. Donc c'est ça quand même qui nous fait dire, et j'entends que vous interrogiez, non mais imaginons qu'il y ait une confrontation militaire, etc., parce que ça reste de l'ordre du possible avec un Donald Trump qui est encore au pouvoir pour 3 ans. Mais si jamais on s'aventurait vers ça, ça fait tout exploser. Oui, mais effectivement. Mais très bien. Donc, de toute façon, l'Europe n'a existé que parce que c'était dans l'intérêt des États-Unis, et l'OTAN n'existe que parce que c'est dans l'intérêt des États-Unis. Et la règle éternelle des nations, c'est que quand ça n'est plus vraiment dans leur intérêt, on fait autre chose. Donc, à partir du moment où Trump considère que l'OTAN c'est pas très intéressant, que finalement il a intérêt plutôt à dealer avec la Russie qu'avec nous, il peut très bien décider ça. Alors, dans ce cas-là, posons-nous la question, même si le scénario est évidemment purement fictionnel, mais posons-nous la question, est-ce qu'on n'a pas un énorme sentiment d'infériorité, complexe d'infériorité vis-à-vis des États-Unis? Célia, vous avez regardé, encore une fois, scénario purement fictionnel, mais les armées européennes peuvent-elles rivaliser avec l'armée américaine sur le papier? C'est vrai qu'on ne fait que dire que l'armée américaine est la plus puissante. Alors on a essayé de regarder un petit peu les chiffres. D'abord, par rapport aux soldats. Donc l'armée américaine compte 1 039 000 soldats actifs et 440 000 réservistes. Alors pour donner un ordre d'idée, en France, on compte 205 000 militaires actifs et 35 000 réservistes. Mais si on rassemble tous les moyens, tous les soldats des armées européennes, ce n'est plus la même chose. On arrive à 1 047 000 soldats actifs, d'après les derniers chiffres de la CIPRI, qui est donc supérieur en soi aux effectifs des États-Unis. Il faut dire que depuis des années, les armées européennes sont en train de se renforcer. Pour l'instant, la Pologne est l'armée la plus importante de l'Union européenne avec 216 000 soldats, suivis de la France puis de l'Allemagne. Alors la Pologne a doublé ses effectifs en 10 ans et d'ici 2035, le nombre de militaires doit monter à 300 000, soit 100 000 soldats supplémentaires, et les dépenses militaires de leur côté représentent depuis 2025 5% du PIB. En Allemagne, c'est la même chose, la même tendance. En mai dernier, le chancelier Friedrich Merz déclarait vouloir faire de l'armée allemande la plus puissante d'Europe.
Nous devons être capables de faire la guerre, a affirmé le ministre allemand de la Défense. Mais là où les États-Unis sont bien supérieurs, c'est en termes de matériel militaire. Alors pour que ça soit plus concret, on va essayer de comparer avec la France. Si on prend par exemple les chars et les véhicules blindés, les États-Unis en possèdent 6600. En France, on en a 406, mais j'ai essayé de faire les calculs, d'additionner tous les chars et véhicules blindés que les armées européennes pouvaient posséder. On tomberait à 4262 chars, ce qui reste quand même bien moindre. On voit bien dans ce tableau que les États-Unis restent au-dessus, que cela soit pour les navires de guerre ou bien les porte-avions ou les ogives nucléaires. Il faut dire qu'avec leurs 900 milliards de dollars de budget, les États-Unis surpassent toujours les autres pays. Bien évidemment, ils surpassent. Merci beaucoup Célia. En même temps, encore une fois, dans ce scénario purement fictionnel, l'Europe ne serait pas une naine face à l'armée américaine. Mais attendez, oui et non, évidemment, je pense que ces comparaisons sont intéressantes parce qu'elles montrent des choses, mais elles le sont très très loin de tout dire. En particulier, ce que ça ne dit pas, c'est que nous n'avons pas de stock de munitions, par exemple, et que les Américains en ont, et qu'aujourd'hui, les armées européennes ne sont capables de combattre que grâce à ce que leur donnent les Américains. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on a des armées tactiques, c'est-à-dire qu'on est capable de combattre jusqu'à dans les 100 km ou les 50 km qui sont devant le front. Nous n'avons pas de tout ce qui est feu dans la profondeur, qui est fondamental, on voit dans la guerre en Ukraine, c'est américain aujourd'hui. Nous n'avons pas de poste de commandement européen aujourd'hui. 90% du renseignement européen et du renseignement américain. Et les transmissions, c'est la même chose. Le ravitaillement en vol, c'est aussi à peu près la même chose. Et j'en passe. Mais tout ce qu'on appelle les enablers, c'est ce qui permet de faire qu'une armée soit capable de combattre, eh bien, c'est américain. Et c'est pas par hasard, parce que les Américains ont organisé ça depuis la présidence Clinton et ont empêché le pilier européen de l'OTAN de prendre forme parce qu'il aurait eu comme conséquence une dévassalisation de l'Europe, donc une capacité à avoir une politique étrangère indépendante, ce que ne voulaient pas les Américains. Donc oui, en chiffres, c'est pas si mal que ça. En fait, nous sommes bien incapables de combattre sans, et alors contre, je ne vous le dis pas. Oui, évidemment, surtout sans, c'est le sang qui est important. Et puis alors vraiment, je parle sous votre contrôle à tous les deux qui connaissez bien mieux que moi les questions de défense, mais il y a une différence qui me paraît essentielle, c'est que aux États-Unis, vous avez un commandeur in chief, et qu'en Europe, on en a pas. Ou pas. Voilà. Oui, c'est ça. Soit 27, soit pas. De toute manière, c'est un scénario inimaginable. Non, mais bien sûr. Mais absolument inimaginable. En fait, la question est de ce... Une confrontation militaire entre forces européennes et forces américaines. Non, la question, c'est la question peut-être du complexe d'infériorité ou de l'auto... comment on peut dire, on s'auto-censure, on s'auto-bride, en fait. C'est ça plutôt. L'autoflagellation, ce genre de choses. Quand on est face à un Donald Trump qui, lui, alors nous dit, le Panama, c'est pour moi, les Canada, 51e État, le Groenland, j'y vais, le Mexique, pourquoi pas. Qui dit, je vais augmenter mon budget militaire à 1500 milliards de dollars. Non, mais c'est vrai que avec l'Ukraine, on a vu un sursaut européen militaire, mais on est très très loin effectivement du compte par rapport aux États-Unis, même à la Chine, puisqu'on voit par exemple la marine chinoise qui est exponentielle, qui est équivalente de la marine française tous les 4 ans. Enfin, c'est hallucinant, mais il faudrait juste effectivement, après je ne suis pas politique, mais que les politiques européens je ne sais pas ce qu'il faudrait en fait comme électrochoc pour qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils fassent quelque chose de concret et sans devenir une confédération, enfin qu'il se passe quelque chose d'un point de vue défense et militaire, pourquoi pas. Est-ce que ça veut dire, compte tenu de tout ce qu'on se dit depuis 1 heure maintenant, est-ce qu'il faut considérer que si Donald Trump veut le Groenland, il aura le Groenland ? Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est quasiment fait. Enfin, on verra sous quelle forme, par des partenariats économiques, par le déversement de milliards de dollars sur ce territoire. Mais je pense que s'il veut l'avoir, il l'aura. Enfin, je parle sous le contrôle d'Alexandre. Non, mais en fait, jusqu'à l'intervention vénézuélienne, j'étais plutôt, alors optimiste, c'est une manière de parler, mais en tout cas, on se disait ça reste une équilibration. Et souvent, lorsqu'il a commencé, quand il parlait du Groenland, en fait, il mélangeait des contextes politiques complètement différents. Il parlait du Panama, du Venezuela, puis il mettait intervention militaire avec le Groenland. On se disait bon, ok, mélange un peu les trois. Et puis c'est vrai que depuis début janvier, c'est beaucoup plus inquiétant. Et je rejoins un petit peu le général Desportes, c'est-à-dire que il faut le confronter un moment à la signification de ce qu'il veut faire. Envoyer des forces, pas forcément pour combattre, mais pour montrer, il voulait vraiment
vous confrontez des soldats européens, c'est un coup. Et un des derniers espoirs sur lequel je compte, c'est un peu le réveil de la classe politique américaine qu'on a un peu vu cette dernière semaine, avec des voix bipartisanes pour dire bon, là c'est vraiment un délire. Mais c'est vrai que vous avez évoqué pendant l'émission en fait l'ego du président. Et en fait, il s'est enfermé lui-même dans un vocabulaire guerrier. Et quand je disais tout à l'heure que je croyais pas aux solutions économiques, c'était pas du tout de l'optimisme. C'est qu'au contraire, ça l'envoie directement vers cette voie militaire. Ou en tout cas, on va en guerre qui marche sur l'eau, en fait, un petit peu. Hein. Bien sûr. Après, il y a un an, le ministre français des Affaires étrangères avait évoqué l'envoi de troupes quand Donald Trump avait fait cette première sortie sur le Groenland. Là, pour l'instant, pourtant, il y a des hommes politiques de la classe politique qui appellent le gouvernement à pourquoi pas cette solution, en tout cas au niveau européen. Je crois qu'il y a Dominique Villepin qui en a parlé, mais il n'est pas le seul. Mais oui, mais parce que nous sommes faut faire quelque chose peut-être. Nous sommes toujours dans le complexe dont vous avez parlé, c'est-à-dire on a peur de faire les choses, on est complètement inhibé dans cette affaire-là. Et je crois que ça ne peut pas être les Français qui aiment. Il faut que ce soit une marque européenne. Ouais. Mais en fait, il y a quand même quelque chose. Quand Donald Trump dit, alors on a compris qu'il n'y avait pas des centaines de bateaux et de sous-marins russes, chinois, etc. Mais quand Donald Trump dit, c'est bien simple, ce territoire-là ne peut pas rester indépendant. C'est pas possible. Alors un confetti, pas géographiquement parlant, mais voilà, il y a trop de ressources à exploiter. Si c'est pas nous, ce sera les autres. Il a malgré tout pas complètement tort. Non ? Oui, mais dans ce cas-là, il peut appliquer cette règle-là à l'ensemble de la planète. C'est ça, peut-être la question à se poser. Il y a un peu de confiture, on va mettre la main dedans. Non, ce qu'il faudrait éviter, à mon avis, parce que effectivement, comme disait Alexandre, il s'enferme dans une question d'orgueil. C'est une question orgueilleuse. On l'a vu par rapport à sa déclaration de 2019, où il était beaucoup moins va-t-en-guerre vis-à-vis du Groenland et conquérant. Je crois qu'il faut éviter de tomber dans la provocation, parce qu'on peut prépositionner des troupes de soutien effectivement au Groenland, sachant que tout de même, on a besoin de troupes de soutien ailleurs en Europe contre la menace russe. Donc ce serait un petit peu contre-productif. Mais je pense qu'il faut éviter de le provoquer, tout simplement. Effectivement, s'il le veut, il aura le Groenland. Et ce que disait Alexandre est très juste. La seule chose qui peut le bloquer, c'est une question intérieure, politique américaine, avec un blocage du Congrès, avec d'ailleurs les 10 sénateurs qui ont basculé il y a 2 jours justement sur la question groenlandaise, sur la question du Venezuela et du Groenland, qui effectivement peut le bloquer pendant les 10 prochains mois jusqu'au midterm. Parce qu'en fait, il faut peut-être dire, effectivement, Grégory, vous connaissez particulièrement bien les États-Unis et pour cause, c'est que il est pas dans une situation à l'intérieur de son pays complètement mirifique, Donald Trump. Il voit les midterms qui arrivent. Vous avez 32 ou 33% des Américains qui jugent qui gèrent bien la situation économique. Oui, c'est ça. C'est pas idéal, mais il faut pas négliger non plus la place des idéologues à la Maison Blanche. Et si je parle de ces gens-là, je pense notamment à Stephen Miller, qui est son conseiller à la sécurité nationale, et dont l'épouse Cathy Miller a publié cette fameuse carte du Groenland avec le drapeau américain comme étant bientôt, écrivait-elle, le 51e État. Et là, pour le coup, on est vraiment dans de l'idéologie. Miller, il veut relancer la colonisation. C'était un adversaire farouche de l'immigration aux États-Unis, qui pourtant a bâti ce pays. Il veut d'une part arrêter toute l'immigration dans ce pays, et il veut surtout que l'Amérique continue son expansion. C'est la destinée manifeste. La destinée manifeste de 1845. Et Stephen Miller, qui est un des jeunes conseillers de Trump, a vraiment l'oreille du président, et lui, c'est un idéologue d'extrême droite. Mais c'est pas les idéologues qui vont voter au midterm. Est-ce qu'il y a effectivement une vraie inquiétude à avoir pour un habitant du Panama? Alors le Canada, il a lancé des ballons d'essai. On a bien vu qu'il était repris un tout petit peu comme un boomerang en pleine tête. Mais enfin, il y a des vraies inquiétudes à avoir ou pas. Moi, la question que je me pose, je comprends très bien ce que vous dites au sujet des idéologues, mais c'est la population américaine. Elle a quand même conscience que ce genre d'opération, ça coûte de l'argent et que en fait, voilà. Et puis surtout, c'est tellement contraire à ce qu'il a promis. Bien sûr. Mais c'est ça. Donc, est-ce que ça peut pas, au bout d'un moment, effectivement, plutôt que de galvaniser ses troupes, si j'ose dire, lui faire perdre ces élections de mi-mandat? Rendez-vous le 3 novembre. Vous voulez qu'on aille ensemble à Washington? Moi, je suis pour. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qu'a dit Vincent, avec qui, exceptionnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, je crois, imaginons que parce que nous n'avons rien fait, les troupes américaines
effectivement se saisissent du Groenland. Eh bien, l'Europe, ce serait une affaire terminée. Si nous n'avons pas, nous, été capables de défendre les territoires raccrochés à l'Europe, ce serait terminé. Et que serions-nous par rapport à l'Ukraine? Plus rien. Oui, ce serait terminé vis-à-vis de la Russie, mais vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous avons été incapables de nous défendre nous-mêmes, et je pense que je comprends bien votre affaire si on met des troupes là-bas, elles sont pas. De toute façon, il n'en faudrait pas beaucoup, mais je pense que l'enjeu est absolument terrible. Si on laissait cette opération se faire et si on n'avait rien fait pour qu'elle ne se passe pas, nous serions profondément responsables devant l'histoire. Imaginons 2 secondes que c'est pas le Groenland qui l'intéresse, mais Saint-Pierre et Miquelon. Qu'est-ce qu'on ferait? Eh oui. Eh bien, je crois qu'il faudrait être tout à fait raisonnable, mettre des troupes et nous battre. Ah, moi, j'en suis persuadé. Parce que ça arrivera peut-être derrière. Mais parce que le Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France, très clairement. Et donc, je pense que nous nous battrions, bien sûr. Bien sûr. Oui, il y a moins d'autonomie. Enfin, il n'y a pas l'autonomie. Mais c'est symbolique. Non, il y a une chose, il y a quand même une grande menace, c'est l'éclatement de l'OTAN. Quand bien même on a déjà un exemple dans l'histoire contemporaine, c'est entre la Grèce et la Turquie, qui sont tous les 2 membres de l'OTAN, et qui sont toujours en situation de conflit autour de Chypre. Oui, c'est vrai. Mais là, on parle des Américains, on parle du territoire américain. En tout cas, c'était passionnant. Mille merci d'avoir participé à cette émission. Mille merci évidemment à Camille et à Thomas et à leur invité. Continuez de nous abreuver de belles images avant de reprendre l'avion, mais je crois que c'est pour bientôt, malheureusement. Mais on sera content de vous retrouver à la rédaction. Tout de suite, Caddy pour son journal de 18h, et c'est Yves Calvi qui vous accompagne ensuite.